Dis Raphaël, je voulais te demander un peu comme ça, là, Ouais. question. Tu vois, je veux dire, les gens, tu penses que quand ils te voient avec tous ces animaux que tu as comme ça dans ton parc, ils en pensent quoi? Tu penses le regard qu'ils peuvent avoir là-dessus? Je sais pas trop. Non, parce que je veux dire, enfin, t'as quand même des espèces un peu, tu vois, qui sortent de l'ordinaire, ça t'amène dans des situations un peu, tu vois. Oui. Non, parce que, par exemple, prendre un thé au milieu de ta serre à caïman, je pense pas que ce soit forcément quelque chose de commun pour tout le monde, tu vois. Non, mais c'est pas une mauvaise idée. On est parti. Salut à tous les amis, bienvenue sur Mon Petit Python. On est ravis de vous retrouver du coup avec Raphaël, responsable de Paddy Park, dont on continue un petit peu la visite, dont on continue à explorer les différentes installations. Et aujourd'hui, je vis un rêve éveillé, Raphaël, je te le dis tout de suite. Grâce à toi, nous sommes en train de boire notre petit thé dans une serre avec du coup 4 des caïmans crocodilus. caïmans crocodilus. Eh bien écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu commences justement à nous parler un petit peu de l'espèce en général du caïman crocodilus. Ouais. Et donc on appelle aussi caïman à lunettes. Ouais. Alors, caïman à lunettes, pourquoi? Dans un premier temps, tout simplement parce que cette espèce a la particularité d'avoir une espèce de barrette osseuse qui relie les deux orbites et qui font penser à la monture d'une lunette, tout simplement. Donc c'est un peu pour ça. Alors il y a d'autres espèces qui ont aussi cette particularité. Peut-être un peu moins visible, mais voilà, donc caïman à lunettes, c'est un petit peu pour ça qu'on l'a appelé ainsi, donc non vernaculaire, caïman à lunettes. Au niveau de la taille, parce que c'est vrai que sur les crocodiliens, on a un peu de tout dans ce domaine-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors il semblerait que les caïmans à lunettes arrivent à dépasser les 2 mètres, voire un peu plus. En acclimatation, moi j'en ai rarement vu qui dépassaient les 1,80 m. In natura, il est fort probable que ces animaux arrivent à dépasser 2 mètres. Ouais. Alors, on va aussi revenir un petit peu, parce que mine de rien, on a parlé crocodile. Le nom, c'est caïman crocodilus, tu vois, ça peut aussi prêter un peu à la confusion. Les crocodiliens, c'est un ordre où il existe plusieurs espèces. On entend parler d'alligators, de caïmans, de crocodiles. Est-ce que tu peux rapidement nous faire un petit descriptif de oui, sans problème. Et de différences qu'on va avoir? Effectivement, on a la grande famille des crocodiliens. Et dans cette famille de crocodiliens, on a 3 sous-familles qui sont donc les alligatoridés, les crocodilidés et les gavialidés. Alors, gavialidés, il n'y a qu'un représentant, c'est le fameux gavial du Gange. Ouais. Et c'est le crocodile avec justement le museau très étroit qui est quasiment strictement piscivore. Et qui est en danger aussi de disparition. Ah oui, tout à fait, ouais. Donc, et dans les alligatoridés, donc, nous avons les alligators à proprement dit, alligator du Mississippi, l'alligator de Chine, et après nous avons donc tous les caïmans. Caïman à lunettes, caïman de naine cuvier, caïman noir qui est une rare espèce relativement costaud pour un caïman. Alors c'est pas parce qu'on parle d'alligator ou de caïman qu'on a affaire soi-disant à de gros individus ou de petits individus à contrario. Justement, chez les alligators à proprement dit, on a l'alligator du Mississippi qui lui est susceptible d'atteindre 4 voire 4,50 m sans aucun problème. A contrario, on a l'alligator de Chine qui, pour de gros individus, c'est 1,50 m, 1,60 m. Et chez les caïmans, on a la même chose. C'est-à-dire qu'on a le caïman naine cuvier qui, lui, est susceptible d'atteindre 1,60 m. Comme son nom l'indique, et voilà. Pour de gros individus, voilà. Et à contrario, on a Melanosuchus niger, le caïman noir, qui, lui, est susceptible d'atteindre éventuellement 5 mètres pour des gros individus. On a aussi un peu la forme du museau, souvent dont on dit que ça peut varier. Je parle de la différence pour faire une différence entre le crocodile. Oui, alligator, il est vrai que la famille des alligatoridés ont en règle générale un museau plus large. Alors c'est pas vérifiable à 100% en fonction des individus parce que chez certains caïmans à lunettes on a un museau qui n'est pas forcément plus large, peut être limite étroit même. Par contre au niveau de la denture c'est différent chez les alligatoridés et les crocodilidés. Donc si vous avez l'occasion d'aller sur internet, comparer, il y a des tableaux qui vous permettent de comparer les dentures.
Et vous verrez quand la gueule des animaux sont fermées, chez certaines espèces, on voit en fait des dents dépassées que l'on ne voit pas chez l'autre. Ouais. Voilà, donc c'est ce qui différencie aussi les deux grandes familles. Alors moi, ce que j'ai envie de te demander maintenant, bon évidemment, c'est pas une espèce que tout le monde pourra posséder chez lui, hein, Non. d'accord. Donc quel est le statut juridique globalement autour du caïman à lunettes? Alors statut juridique, il n'est pas compliqué. Là, c'est du 2B, donc c'est un statut CITES 2 et B Convention européenne. On a beaucoup de crocodiliens qui sont classés CITES annexe 1. Alors encore une fois, tout va dépendre aussi de la localité. D'accord. Il y a des espèces qui peuvent être annexe 1 si elles sont originaires d'une région spécifique et annexe 2 si elles sont originaires d'une autre région. C'est le cas de certains crocodiles du Nil, c'est le cas de certains caïmans comme le caïman latyrostris. Il y a des populations qui sont 2B et des populations qui sont 1A. Donc le statut juridique peut être différent malgré tout sur la même espèce. Là où ça devient compliqué, c'est surtout vis-à-vis des autorisations, puisque c'est des animaux qui sont potentiellement dangereux, voire dangereux en fonction de l'espèce. Donc bien évidemment, il faut connaître un minimum ces animaux, leur capacité, le comportement qu'ils peuvent avoir, la façon dont ils vivent, et puis avoir des infrastructures adaptées bien évidemment pour les maintenir, parce qu'un petit caïman à lunettes, c'est effectivement... comme tous les bébés, hein, c'est un Très animal mignon, voilà. tentant, on va dire, parce que et puis bon, il n'y a pas grand risque avec un bébé. À partir du moment où ces animaux atteignent plus d'1 mètre, Ça devient plus problématique. voilà, ça peut devenir dangereux. Alors encore une fois, c'est pas un animal qui est susceptible de vous arracher une jambe au même titre qu'un crocodile du Nil qui fait 4 ou 5 mètres, mais il peut vous infliger quand même de très graves blessures. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne parce que tu as parlé un petit peu justement de l'enclos qu'il faut établir. Si jamais on veut maintenir justement ce genre d'espèce en captivité, ça va être quoi les besoins véritablement qui vont être les siens? Au niveau de la chaleur, au niveau de la température, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, hein, les besoins de cet animal. Alors dans l'idéal, effectivement, il faut quand même partir sur une superficie un petit peu conséquente. Malgré tout, on peut maintenir... Ici, niveau superficie, donc tu as 4 spécimens. Alors ici, on a 45 mètres carrés. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée quand même. Voilà, on a prévu 5 individus, là nous n'en avons que 4, mais voilà, maximum on va mettre 5 individus dans ce cercle qui fait 45 mètres carrés avec différents bassins qui se déversent les uns dans les autres. Là on a coupé la pompe de façon à pouvoir s'entendre, discuter tranquillement. Mais sinon, voilà, on a mis en place cette serre de façon à accueillir 5 spécimens maximum pour 45 mètres carrés. Moi je considère qu'en gros, on peut maintenir un couple éventuellement dans 12-15 mètres carrés si c'est bien aménagé, si c'est bien conçu. Et donc bien aménagé, ça veut dire? Alors ça veut dire qu'il faut déjà une zone où les animaux puissent se baigner intégralement. Il faut une grosse filtration. Alors ce pas des animaux qui engendrent des grosses quantités de déjections et qui vont forcément salir par les déjections. Mais par contre, le simple fait de se déplacer de la zone sèche à la zone humide ramène forcément des déchets. Ils peuvent des fois déplacer du substrat dans l'eau. Donc, et puis des volumes d'eau conséquents comme cela, il est toujours plus intéressant de les filtrer que de les renouveler. Évidemment. Donc des bassins qui se vidangent et qui se remplissent, c'est onéreux pour... À Paddy Park, globalement, niveau filtration, là, du coup, qu'est-ce que... Alors filtration, là on est sur une filtration naturelle en gros. C'est-à-dire qu'on a une pompe qui ne fait que faire un circuit fermé. Et au-dessus de nous, il y a donc un bac qui contient 1,5 m de pouzzolane avec des plantes qui sont en train de se développer. Voilà, c'est une filtration naturelle. C'est comme un système aquaponique. On a un mur végétal aussi qui fonctionne sur ce principe. Donc en fait, c'est les plantes qui, par leur système racinaire, vont récupérer tous les nutriments et tous les éléments qui sont dans l'eau et qui vont effectuer une filtration naturelle. Tout à fait, ouais. Et on a la même chose en bas, juste derrière, puisque ce premier bac se déverse dans un deuxième. Et là aussi, on a un peu plus d'1 mètre cube de pouzzolane derrière nous. Et là, on va rajouter quelques plantes aussi. Alors avec les caïmans, c'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce que quand ils se déplacent, ils peuvent... faire des dégâts. Ouais, exactement. Voilà. Ils peuvent détruire facilement la végétation. On tenait à tout prix à ce que notre serre soit végétalisée.
de façon à ce que nos animaux se sentent le mieux possible et puis que, le décor soit sympathique, ça plaise aux visiteurs aussi. On sent vraiment que vous mettez un point d'honneur aussi à présenter des belles installations, à la fois adaptées pour les animaux et des jolies installations dans l'ensemble. Et cette serre, c'est vrai qu'elle a une représentation un peu de ça. Je pense que ça fait partie aussi du fait que si on veut avoir des animaux qui se sentent bien et qui soient bien dans leur tête aussi, je pense que le simple fait de leur proposer des installations bien pensées, adaptées au niveau température et puis bien agencées au niveau aménagement et en particulier quand on le peut avec une végétation naturelle. Oui, quand on peut le faire, il ne faut pas se gêner, quoi. Après, ce qui est intéressant aussi avec les crocodiliens, c'est de leur proposer différents substrats de façon à ce que, c'est le cas en ce moment, nous on a une femelle qui est en train d'ériger un nid. Qu'on va filmer juste derrière. Voilà, et du fait qu'on lui a proposé différents substrats, cette femelle donc n'a pas hésité à récupérer tout ce qu'elle pouvait trouver pour édifier ce nid. Donc elle a commencé à faire un nid monticule ici. Et d'ici quelques jours, on devrait l'observer monter sur le nid, creuser avec ses pattes arrière et elle va y déposer sa ponte. On va reparler repro du coup en 2 secondes, mais juste avant, je vais m'arrêter donc sur cette histoire justement de différents substrats. Ça permet aussi finalement à la femelle, encore une fois, de choisir entre différentes matières. C'est-à-dire qu'en gros, tu laisses la latitude à ton animal de se dire j'ai différentes, un peu comme ça se passe en fait dans la nature, c'est-à-dire en gros j'ai différentes possibilités vraiment d'ériger mon nid de la façon que je souhaite. Et donc quelque part, elle peut choisir les matériaux entre guillemets qu'elle emploie pour le faire. Exactement. On va parler justement repro, comme tu l'as dit, donc on a un nid. Ici, les crocodiliens, c'est souvent des espèces qui sont, on va dire chez les reptiles, un peu spéciales par rapport à ça, parce que c'est des espèces notamment qui vont avoir un comportement de maternité, parfois, on va le dire, de protection par rapport aux petits, ce qui est rarement le cas chez d'autres reptiles. Est-ce que tu peux nous parler, alors on va déjà évoquer un peu la reproduction de façon générale, et puis après on va revenir sur cet aspect-là. Déjà une chose à savoir chez beaucoup de crocodiliens, c'est que il est très difficile d'avoir plusieurs mâles ensemble. Les mâles sont territoriaux. Et ça peut engendrer des problèmes de maintenir plusieurs mâles ensemble, même dans de grands espaces. Donc dans l'idéal, c'est d'avoir un mâle et plusieurs femelles. On peut avoir aussi des femelles territoriales ou des femelles dominantes. Donc il faut bien observer le comportement de ces animaux afin d'éviter les problèmes. Bien sûr. Quand on a un groupe stable, on n'est pas à l'abri non plus que ça se déséquilibre du jour au lendemain. Des fois, on peut avoir des dominances qui s'inversent ou des changements de comportement entre individus. À propos de la dominance dont tu parles, ici, il y a plusieurs bassins qui sont érigés, encore une fois, les uns un peu sur les autres. On va revenir sur la repro. Est-ce que tu vas observer ici, par exemple, le fait, je ne sais pas du tout si jamais c'est le cas ou pas, mais est-ce que la position géographique, entre guillemets, un peu plus élevée peut-être par rapport aux autres, est-ce que c'est un signe de dominance justement, ou est-ce que ça va rien avoir Ça peut l'être, effectivement. Quand tu l'as conçu, c'est quelque chose que tu as... Alors moi j'ai pensé à ça surtout pour essayer de casser les perspectives et la structure, de façon à ce que les animaux puissent d'eux-mêmes se trouver des endroits différents. Et ce qu'on a constaté depuis, c'est que personne n'a de place précise. Donc c'est le fameux groupe stable dont tu parlais. Du coup, voilà, personne n'a de place précise, personne n'interdit à un congénère d'aller à tel ou tel endroit. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut souvent arriver, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez notamment un gros mâle avec un très fort caractère qui ne tolère personne dans sa piscine. Tout à fait. Et qui va attaquer systématiquement tout Exactement, et qui va même empêcher les autres de se nourrir et qui va les obliger à rester prostrés dans un coin sans bouger. C'est son endroit, et personne ne peut bouger. Donc c'est pas le cas à Paddy Park. Pas du tout. Et donc tu n'observes pas donc cette question de dominance? Non, c'est-à-dire que nous, à différentes heures de la journée, on peut observer nos individus à différents endroits. Ils vont donc se thermoréguler en fonction de leurs besoins, se déplacer en fonction de leur guise. Ça pose aucun problème. Même vis-à-vis de nous, ils ne sont pas du tout territoriaux. Quand on intervient, quand on l'entretient, ils sont plutôt calmes. Le seul moment où il faut faire attention, encore une fois, c'est au moment du nourrissage, parce qu'on peut avoir des comportements de frénésie alimentaire, on va dire. Qu'on va observer d'ailleurs en vidéo, ou au moment de la ponte, j'imagine. Alors au moment de la ponte aussi, il faut faire extrêmement attention quand on approche du nid, de ne pas déclencher de réaction de défense de la femelle. Encore une fois, nos femelles sont relativement tolérantes parce qu'on intervient systématiquement à 2 dans ce genre d'enclos, voire 3, mais c'est minimum 2. Et ça se passe bien. Ouais, ils sont relativement tolérants envers nous. Au niveau de l'accouplement, ça se passe juste dans l'eau? Alors ça se passe dans l'eau. Ce qu'on peut observer aussi, c'est la parade du mâle, c'est-à-dire que le mâle va avoir différentes attitudes. Bien souvent, on peut l'observer quand il est dans ces périodes-là. Il ne va pas hésiter à se mettre régulièrement à la surface avec le dos qui dépasse, la queue aussi bien à l'horizontale.
histoire de montrer que c'est lui entre guillemets le boss. Et dans ces périodes-là, on entend fréquemment et on ressent fréquemment dans le bâtiment tout un tas de vibrations, car dans ces périodes-là, les mâles en fait émettent des infrasons en faisant vibrer leur cage thoracique. D'accord. Donc il va se cambrer dans l'eau, donc on va juste voir sa tête et sa queue dépasser, et notre caïman va donc faire émettre des vibrations dans l'eau. Les crocodiliers ont toujours un langage en fait qui est très... Tout à fait, ouais. Donc il y a des vocalises, évidemment. Des vocalises. Ces infrasons, en plus, ont la particularité de se propager dans l'eau. Il semblerait qu'ils soient audibles à plusieurs kilomètres vis-à-vis d'un congénère. Donc c'est très très intéressant. Et on peut observer ça régulièrement. C'est-à-dire que le mâle, quand il est en période de reproduction, il a tendance à émettre des vibrations régulièrement. Sans doute pour signifier à un mâle éventuel que il est chez lui, c'est son territoire, il est avec ses femelles, ainsi de suite. Et on peut observer aussi régulièrement des femelles qui lui répondent. Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est fascinant, quoi. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que bien souvent, dans ces périodes-là, les femelles sont demandeuses. C'est-à-dire qu'elles vont aborder le mâle. C'est vrai qu'on parle souvent des accouplements chez les reptiles comme ça, qui sont assez violentes des fois pour les femelles. Il y a des espèces... Chez les crocodiliens, c'est totalement l'inverse. Bien souvent, ils sont dotés d'une douceur qu'on ne peut même pas soupçonner. Tout à fait, c'est des animaux qui sont systématiquement surprenants. Exactement. Ils peuvent être relativement violents entre eux, mais ils peuvent aussi être relativement doux. Et là, bien souvent, les femelles vont aborder le mâle. Il y a tout un tas de gestuels à observer. On peut voir des femelles qui s'immergent en faisant des bulles par les narines. On peut observer des femelles qui arrivent en montrant leur gorge, l'endroit le plus, le plus vulnérable de leur corps. Et ces femelles vont même parfois se frotter sur le mâle pour lui faire comprendre qu'elles souhaitent bien effectivement s'accoupler. Et ensuite, on peut observer le phénomène inverse, c'est-à-dire que le mâle va passer sur la femelle. Il va commencer à se déplacer sur le côté. Le but du jeu pour lui, c'est d'essayer de faire passer son hémipénis sous la queue de la femelle et de la pénétrer. Donc tout ça, ça se passe dans l'eau. Et en règle générale, ils s'immergent tous les deux, ils remontent à fréquence plus ou moins régulière et on peut constater plusieurs accouplements ainsi. D'accord. Après, les femelles, en règle générale, on le constate assez vite, c'est-à-dire qu'elles prennent de l'embonpoint au niveau du ventre. Et bien souvent, elles perdent un petit peu de masse musculaire au niveau de la queue, parce que c'est pareil, ça demande beaucoup d'énergie de fabriquer des œufs. Et c'est des animaux qui sont susceptibles d'engendrer plus de 30 œufs. Ouais, donc, ce sont des œufs qui sont plus gros que des œufs de poule. Voilà. Comme tu le dis, c'est vraiment un travail pour la femelle de faire ses œufs. Ouais. Du coup, on est sur quel type d'œufs là ? Alors là, on est sur des œufs qui sont vraiment calcifiés, qui sont hyper calcifiés, parce que c'est quand même relativement dur. Quand on les regarde, la première fois qu'on a la chance d'observer des œufs de crocodiliens, alors je parle pour ceux que j'ai pu observer moi, on dirait qu'ils sont saupoudrés de sucre. Ils sont d'un blanc pur maculé et légèrement rugueux dessus. D'accord. Voilà. Alors ce que l'on fait ensuite, bien évidemment, c'est qu'on prélève en toute sécurité. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on est toujours 2 ou 3 pour ce genre d'intervention. Et on incube donc les œufs artificiellement. Et là, encore une fois, en fonction de la température d'incubation, on va déterminer le sexe des futurs juvéniles. Tout à fait. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant à observer aussi sur les œufs de crocodiliens, peut-être que vous l'avez vu sur les œufs de sulcata dans l'autre reportage, c'est qu'il y a un changement de coloration sur l'œuf. Ouais. Voilà, donc il y a un blanchiment qui s'effectue, il y a une bande qui apparaît sur la circonférence de l'œuf, et cette bande s'élargit au fur et à mesure que l'embryon se développe, tant et si bien qu'on n'arrive plus à mirer au bout d'un moment. Et en fait, quand c'est bon signe, puisque si on ça voit... veut dire que ça se développe à l'intérieur. Ça veut dire que l'embryon se développe. Je reviens juste sur le côté sécuritaire, là il faut savoir, bon, alors, du coup elle n'est pas dans le champ, mais du coup donc Fanny, qu'on a présentée en vidéo, est avec nous, prête à intervenir si jamais besoin. Tout à fait. On est 3 justement dans l'enclos. Ouais. Alors revenons du coup donc sur cette question de reproduction, donc les petits vont éclore. Et globalement, dans la nature, comment ça va se passer ? Parce qu'encore une fois, ce sont des animaux qui peuvent avoir... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit chez toutes les espèces spécifiquement, mais chez beaucoup, la mère va avoir un comportement très maternel. Tout à fait. Alors déjà, dans un premier temps, c'est que la mère reste toujours à proximité le temps que les œufs incubent. Si jamais vous croisez ce genre de nid, un nid crocodile, dites-vous bien un truc, c'est qu'elle n'est pas loin, d'accord ? Et qu'il y a une surveillance. Ouais. Et tu me disais même que chez certaines espèces, ou d'ailleurs peut-être chez les caïmans crocodiles, tu vas me le dire, mais
on peut avoir plusieurs femelles, éventuellement. Une femelle qui vit sur plusieurs nids ou plusieurs femelles sur un même nid, c'est ça? Alors ça, c'est une fois que les bébés sont nés. D'accord. On a observé des phénomènes de pseudo-nurserie, c'est-à-dire une femelle qui surveille plusieurs progénitures. Voilà, mais pendant que le nid pendant que les œufs ont été pondus au sein du nid, la femelle est toujours à proximité à surveiller. Est-ce qu'elle s'alimente pendant ce temps-là, normalement? Après avoir pondu, oui. D'accord. Ouais, Okay. elle s'alimente relativement bien. C'est les seuls moments en fait où elle va partir plus ou moins d'à côté, quoi. Exactement, ouais. Okay. Ouais. Et donc après c'est surveillance, défense du nid. Oui. Et donc une fois qu'il y a l'éclosion que se produit. Alors une fois que les bébés commencent à éclore, ce qu'il faut savoir c'est que juste avant d'éclore, les bébés vont émettre des petites vocalises. Les fameuses. Voilà. Il est bilingue. Il est bilingue, je vous le dis. Voilà. Des petites vocalises. Et ces vocalises, la maman va comprendre tout de suite que ses bébés sont en train d'éclore. Elle va donc s'approcher du nid, elle ne va pas hésiter à creuser avec ses pattes pour dégager une ouverture le plus large possible. Et bien souvent, les bébés ont déjà cassé une partie de la coquille. Et beaucoup de crocodiliens procèdent ainsi, c'est-à-dire que la maman va prendre les œufs dans sa gueule, finir éventuellement de briser la coquille. C'est incroyable. Et elle va prendre les bébés avec une délicatesse extrême. Hein. Quand on pense à la pression exercée en pleine puissance sur une morsure de la mâchoire d'un crocodilien, et que là, ils ont la faculté de maîtriser justement ce genre de choses. Encore une fois, on est sur la douceur, véritablement. Complètement. C'est des animaux qui sont capables, comme tu le disais, d'une brutalité énorme et en même temps de cette douceur absolument incroyable. Complètement. Et à ce moment-là, donc la femelle va prendre ses petits dans la gueule et elle va les ramener dans l'eau. Oui. Des fois, elle peut faire plusieurs allers-retours, ramener les individus un par un ou des fois en prendre plusieurs. Et les petits vont donc rester à sa proximité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des fois quasiment une année. Donc la maman va entre guillemets protéger sa progéniture des prédations potentielles. Et les bébés vont aussi apprendre à se nourrir aux alentours. Alors au début, ils vont essayer de choper des petits insectes, des petits poissons. Très opportunistes. Voilà, et au fur et à mesure que la croissance va se faire, ils vont changer de proie, bien évidemment. Alors, les caïmans et lunettes s'attaquent rarement à de grosses proies, hein. C'est pas des choses qui les intéressent forcément, mais voilà, ils ne sont pas dotés non plus d'une taille énorme. Mais voilà, ils sont très opportunistes. Tout ce qui est consommable aux alentours qui passe pas loin d'eux, ils vont pas se gêner. Ouais, exactement. Ouais. Donc vraiment un phénomène, encore une fois, qui est ultra intéressant et qui est vraiment fascinant. Et c'est vrai que c'est beaucoup de crocodiliens, il y a ce comportement qu'on observe. Comportementalement parlant, je dirais que les crocodiliens sont relativement intéressants parce qu'on n'a pas encore fini d'apprendre. Il y a encore plein de choses à découvrir avec ces animaux-là. Ouais. Avec ces comportements justement. Les comportements sociaux, quoi. Et essayer de les expliquer un petit peu. Au niveau justement en captivité, comment est-ce qu'on nourrit ce genre d'animaux? À quelle fréquence? Et est-ce que dans la nature, on va observer aussi un changement justement par rapport à ça? On sait que c'est des animaux qui peuvent aussi jeûner pendant un certain temps. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, on va commencer peut-être par le côté naturel, c'est-à-dire que les petits, entre le moment justement où ils sont juvéniles et le moment où ils deviennent adultes, quel comportement on va observer au niveau nourrissage et des techniques peut-être de chasse aussi? Et en captivité, après, comment ça se passe? On commence par le naturel. Alors, les juvéniles à l'état naturel vont prédater toutes sortes de petites proies, essentiellement des insectes et des petits poissons, des amphibiens aussi. Et du coup, donc c'est une chasse à l'affût un petit peu ouais, c'est ça. Ouais. Ils vont se dissimuler s'ils le peuvent dans la végétation s'il y en a, et puis ils observent. Et tout ce qui passe à côté. Tout ce qui bouge et qui est susceptible d'être attrapé, ils ne vont pas se gêner. Ils ont une fréquence de nourrissage assez rapprochée, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui vont qui vont s'alimenter plusieurs fois par semaine, sans aucun problème. En gros, c'est encore une fois, c'est opportuniste, c'est-à-dire que si jamais il y a l'opportunité, ils vont la saisir. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont en pleine croissance. Évidemment. Donc, ils ont des besoins plus importants que, entre guillemets, un adulte. Alors, ils n'ont pas une croissance de dingue non plus. Ce n'est pas des animaux qui évoluent très très vite, mais il faut quand même qu'ils s'alimentent, on va dire, plusieurs fois par semaine quand ils ont cet âge-là. Et donc, plus ils prennent de l'âge, plus évidemment les repas peuvent s'espacer. Les repas vont s'espacer, la taille des proies va grandir. Et à tel point que dans certains cas, sur des adultes, on peut avoir des animaux qui jeûnent plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est pas rare. Sans aucun problème. Sans aucun souci. Là, je sais que du coup, donc voilà, il y a un nid qui est présent ici. Oui. Imaginons que ce nid donc, amène des œufs de façon fructueuse. Oui. Comment ça se passe après pour justement, les petits vont éclore. Est-ce qu'après, donc, c'est des échanges avec d'autres parcs zoologiques? Et c'est quoi le futur en fait des jeunes? Alors le futur des jeunes, ce sera surtout des dons à des parcs zoologiques. Pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs, n'hésitez pas.
J'ai déjà 1 ou 2 contacts de parcs intéressés pour des bébés. Et puis après, je vais essayer de me renseigner, malgré le fait que ce ne soit pas une espèce qui a un statut de protection très élevé et qui ne soit pas forcément en sursis non plus dans la nature. Il y a quand même des régions où il va falloir se soucier, et je pense plus particulièrement à la Guyane française, puisqu'en Guyane française, le caïman à lunettes est considéré comme du gibier. Ouais. Donc il y a des régions où il est prédaté par l'homme. Il est tué, voilà, pour être consommé. Et je pense que dans certains coins, on a des populations qui sont en train de s'affaiblir. Alors, c'est peut-être uniquement personnel ce que je dis, mais du coup, avoir un renfort. Voilà, je pense aussi que dans ces régions-là, ça posera des soucis ultérieurement. Et on a aussi un autre souci, c'est qu'on a de l'orpaillage. Oui. Et l'orpaillage détruit énormément de choses. On en parlait par rapport à les Tasmanius anaconda vert. Voilà. Il y a beaucoup de coins qui sont... il y a une déforestation massive, il y a... Utilisation de produits comme le mercure. On creuse dans tous les sens, on utilise des produits hyper toxiques. Ces animaux sont au bout de la chaîne alimentaire. Par conséquent, forcément, ils accumulent des toxines aussi à tire-larigot. Donc je pense que il y aura peut-être besoin l'avenir de Caïman crocodilus, même si ce n'est pas le plus menacé, est en train de se griser un peu. Donc même si ce n'est pas une espèce rare, ben, on veut participer quand même à... Et puis, c'est anticiper aussi les problèmes justement qui peuvent arriver. C'est entre guillemets une expérience aussi très intéressante, et ça nous permet aussi de continuer à faire de l'observation avec des crocodiliens et de rebondir éventuellement sur d'autres espèces qu'on a en tête et des projets qu'on a futurs pour d'autres espèces de crocodiliens. Très bien. Ouais. Je me rends compte juste qu'il y a peut-être une chose aussi qu'on n'a pas trop dit, c'est sur les températures justement pour l'éclosion des œufs, à savoir en gros toujours ce côté mâle-femelle. Oui, de mémoire au-dessus de 30 degrés, donc on a une température charnière qui se situe à 30. Au-dessus de 30 degrés et plus particulièrement à 32, sans aller trop haut non plus, on arrive à obtenir des mâles. Et en dessous de 30, on obtient des femelles. Pour en avoir discuté avec un membre du spécialiste Group of Crocodile, il m'expliquait de lui-même que les animaux qui étaient incubés à une température proche de 30 ne faisaient pas forcément de très bons reproducteurs. Pourquoi ? Parce qu'on est proche de la température charnière. Et ces animaux, même s'ils sont sexés mâles ou femelles, ont un comportement qui est un peu mixte. Exactement. Et je sais qu'on observe ça chez d'autres espèces, à savoir en gros, effectivement, si jamais on a tendance à approcher des températures qui sont comme tu le dis, on va avoir des femelles qui vont être moins bonnes reproductrices parce qu'en fait elles vont avoir un côté un peu mâle entre guillemets, et la même chose justement à l'inverse. Exactement. Et lui me disait que chez les crocodiliens, il pense que justement, en captivité, il est peut-être fréquent parfois d'avoir des animaux qui ont un sexe déterminé certes, mais qui peuvent avoir le comportement du sexe opposé et qui ne font pas forcément de bons reproducteurs. Exactement, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours privilégier, toujours, on va dire c'est des choses qui sont en étude encore, mais à la limite de la température. Exactement. Voilà. Si vous voulez avoir des très bonnes mères ou alors des pères avec un caractère. Faut pas frôler la température charnière. Exactement. Mais écoute, je pense que moi ça fait une belle conclusion, parce qu'on vient d'aborder un point intéressant. Je ne sais pas si tu as des trucs à rajouter encore une fois. Bah écoute, moi je suis ravi d'avoir bu un petit thé dans un coin tranquille, en bonne compagnie. Et moi donc, j'ai envie de te dire. En bonne compagnie. Ouais, tout à fait. Voilà, on a discuté de choses intéressantes en compagnie de nos animaux. Eux, ils ont été tout ce qu'il y a de plus cool. Ouais, tout à fait. Voilà, et comme d'habitude. Et puis, écoute, en plus, on était sous surveillance, donc tout se passe bien. Exactement, toute sécurité. Moi, on va pouvoir leur remettre la filtration, les laisser peinard, venir se réchauffer. Voilà, venir se thermoréguler sous les panneaux rayonnants. Alors juste, voilà, pour les installations, on n'avait pas parlé, mais il y a des panneaux rayonnants qui permettent aussi aux animaux de se thermoréguler à souhait en fonction de leurs besoins. Et alors moi, du coup, je tiens à te remercier parce que c'est via cette vidéo qu'on va conclure justement notre série à Paddy Park. Je vais vous avouer une chose, c'est un moment extraordinaire que je viens de vivre avec toi, de parler comme ça crocodilien, au milieu en plus d'une serre, avec les caïmans. Moi, je viens de vivre un moment super. Je suis persuadé que tous ceux qui vont nous regarder je suis content pour toi. Vont adorer vraiment le contenu. Si jamais ça vous a plu, bien sûr, cette série à Paddy Park, n'hésitez pas à le dire, d'accord, qu'on puisse éventuellement envisager d'autres projets, sait-on jamais, dans un futur, ce sera avec un énorme plaisir. Ouais, moi aussi. Et écoutez, moi en tout cas, je tiens à remercier vraiment toute l'équipe de Paddy Park pour votre sens de l'accueil, pour nous avoir accueillis justement comme ça dans des conditions extraordinaires, privilégiées.
et inciter tout le monde. Regardez un petit peu comme c'est cool, regardez un petit peu toutes ces vidéos qu'on a pu faire dans les conditions dans lesquelles on les a faites. Alors évidemment, vous ne rentrerez pas tout dans la serre au caïman, on va pas se mentir, mais par contre, sur toutes les explications, vous avez des puits de science ici. Moi, j'ai adoré parler, j'ai appris énormément de choses, que ce soit avec Raphaël bien sûr, que ce soit avec Fanny, que ce soit avec Kevin. J'en ai vraiment pris un plein les yeux et deuxièmement, j'ai appris énormément de choses à votre contact. Je vous remercie énormément, j'invite tout le monde à venir à Paddy Park, vraiment tout le monde. Vous n'allez pas perdre votre temps, je vous le dis tout de suite, vous allez adorer. Si vous aimez les reptiles, ça va être votre truc. Et puis écoutez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on se retrouve très très vite sur mon petit Python pour parler Time d'Office et voir revenir un jour à Paddy Park, c'est tout jamais pour continuer un petit peu la suite. C'est nous qui te remercions parce qu'on s'est régalé aussi, parce que c'est relativement sympa ce que tu fais, quoi. Et écoute, tant mieux. Ouais, ça nous a plu, le concept nous a plu aussi, donc toute l'équipe et moi-même te remercions grandement. Et écoute, c'est très très gentil de votre part. On espère que ça débouchera aussi sur éventuellement d'autres jeux futurs, comme on dit. Ouais, c'est ça. En tout cas, on vous salue bien bas, vous et vos bêtes Zaikai. Et puis écoutez, on vous dit à très très vite sur mon petit Python. Ciao. Et très très vite à Paddy Park. Ciao tout le monde, bye bye.